mieux travailler ensemble avec sens, épanouissement et performance. Merci de nous suivre sur cette émission qui a pour but de partager avec vous ce que moi j'ai la chance de voir tous les jours dans mon quotidien et qui me met en énergie et qui me donne l'envie, l'espoir de continuer à travailler, à œuvrer pour que chacun d'entre nous puisse avoir l'impression d'être utile à l'aventure collective. Donc merci de nous rejoindre pour cet épisode dans lequel j'ai la joie d'accueillir Eric van den Brich. Bonjour. Bonjour Eric. Donc on se connaît depuis un moment tous les deux. On a eu la chance de vivre ensemble des expériences. Plusieurs aventures sympathiques. Et c'est vrai que le regard que tu portes sur l'entreprise est pour moi assez atypique et me donne souvent beaucoup d'énergie. Et donc c'est la raison pour laquelle j'avais envie qu'on passe ce moment ensemble et qu'on puisse partager à tout le monde au moins ce regard et puis après des petits tips parce que je sais que tu en as plusieurs. Avec plaisir. Avant qu'on démarre, est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement l'aventure dans laquelle tu travailles aujourd'hui ? Donc moi je suis Eric van den Brich, j'ai bientôt 64 ans, 63 ans et demi. Globalement on peut dire que je suis un entrepreneur puisque à 24 ans j'ai participé à la création de Camaïeu puisqu'on était 4 quand on a créé Camaïeu et je faisais partie des 4 en 1984. C'était une aventure assez incroyable et depuis en fait soit j'ai été directeur général, soit entrepreneur dans différents formats d'entreprise, souvent en connexion avec le retail et la distribution, et des grandes, des petites, des moyennes. Et en 2019, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une très vieille entreprise qui s'appelle Fildar, qui a été créée en 1903, enfin les fils de Louis Mullier en 1903, et Fildar en 1946. Qui allait pas très bien et à la demande de l'actionnaire de l'époque, j'ai fait ce que je pensais être une stratégie de redressement pour cette entreprise. On devait après voilà, en fait moi au départ, à chaque fois que j'arrive quelque part, je rencontre les collaborateurs parce que je pense que les collaborateurs savent tout. Et donc en décembre et janvier 2020, j'ai rencontré à peu près 120 personnes en entretien individuel, en posant toujours les 4 mêmes questions, ce qui permet d'avoir un panorama complet sur l'entreprise. Et chacun donne une pièce du puzzle. Et en gros, le job qui suffit consiste à rassembler les pièces du puzzle. Ça semble facile quand tu le dis comme ça. C'est facile. En fait, en écoutant les collaborateurs, ce que malheureusement peu de DG font quand ils arrivent dans les entreprises. Oui. On a un panorama extrêmement exhaustif de l'entreprise. Le plus incroyable, c'est qu'en février, les 15 premiers jours de février 2020, j'ai regardé factuellement dans les chiffres si ce qu'on me disait était vrai. Et globalement, à 90%, les dires des gens se retrouvent dans les chiffres. D'accord. Ce qui est impressionnant. C'est impressionnant. Et alors moi, tu as attisé ma curiosité. Je ne sais pas si tu as envie et si tu peux nous les partager, mais elles sont de quel ordre, ces 4 questions que tu posais ? Alors, les 4 questions, c'est de quoi es-tu fier ? Oui. De quoi n'es-tu pas fier ? Oui. Qu'est-ce qu'il faut surtout continuer ? Et qu'est-ce qu'il faut surtout arrêter ? Très bien. Et il y en a une petite subsidiaire qui est « Je te donne une baguette magique. Qu'est-ce que tu changerais pour toi dans ton métier ? Qu'est-ce que tu changerais pour ton manager ? Qu'est-ce que tu changerais pour l'entreprise ?» D'accord. Et du coup, avec ces 4 questions et demie ou 5 questions, ça dépendait des gens pour la dernière, ça permet d'avoir un panorama assez incroyable de l'entreprise. Donc, je continue ma petite histoire. Donc, mi-février, les chiffres donnaient le même résultat que ce que les gens avaient dit. Et donc, j'ai construit une stratégie que j'ai présentée à mon conseil de surveillance fin février. Et nous devions présenter tout ça à l'actionnaire le 19 mars 2021. Le 17 mars, dimanche 17 mars, tout s'est arrêté, puisque c'était le début du confinement. Oui. Donc, c'était le bazar complet un peu partout. Et donc, en fait, on a pu commencer à mettre en œuvre ce qu'on avait écrit, puisque ce qu'on avait écrit, c'était se concentrer sur le fil à tricoter et développer le marché. Oui. Globalement, c'est ce qui s'est passé, puisque plus personne à l'époque lâchait du prêt-à-porter. La deuxième chose qu'on avait écrite, c'était devenir une web compagnie omnicanal
en gros, les magasins étant fermés, on était web compagnie. On a créé un troisième pilier qui était travailler en mode collaboratif. Et peut-être on va y venir plus tard dans ce petit entretien. On ne sait pas, et je ne sais pas pourquoi on a écrit ça, mais on l'a écrit. Donc on est en train de le mettre en œuvre. Et enfin, c'était de devenir un référent RSE, puisque le fil à tricoter, c'est la slow fashion, c'est quelque chose de lent qu'on construit par soi-même. C'est beaucoup de DIY. Et l'idée, c'était de profiter de ce positionnement produit pour devenir un référent RSE. Voilà, ces 4 piliers, on les a mis en œuvre tout de suite. Et puis ensuite est arrivé plein de choses. L'entreprise a dû se mettre en cessation de paiement, puisqu'en 2019, et c'est pour ça qu'on m'avait demandé de venir voir, l'entreprise avait perdu 5 millions d'euros pour 30 millions de chiffres, ce qui est quand même beaucoup. Oui. Et du coup, on a dû se mettre en cessation de paiement. Et puis, on a fait un projet de reprise avec la personne qui m'avait demandé de venir, qui s'appelle Pierre-Jean Cahuela. Et du coup, à deux, on a fait un projet de reprise. Et le plus extraordinaire, c'est qu'en 3 semaines, on a réuni 12 millions d'euros pour reprendre l'entreprise. Et on a vu 75 personnes qui avaient un peu d'argent dans nos réseaux. Et 25 d'entre elles ont dit OK en 3 semaines et demie. Et on dit, bah voilà, Ça fait rêver, hein. on réunit 12 millions d'euros. Voilà. Mais je pense que le projet de reprendre une vieille entreprise, vieille dame d'entreprise, essayer de la moderniser, de la remettre sur le marché du 21e siècle, a séduit pas mal de gens. Ok. Bon, très bien, ça commence bien, ça donne envie. Merci déjà, c'est très clair. Je trouve que voilà, on voit bien l'histoire, d'où ça part. Si on parle du mieux travailler ensemble, qu'est-ce que ça t'évoque, toi? En fait, d'abord, je pense qu'il y a eu beaucoup de mécompréhension ou d'incompréhension sur ce terme. Et les gens ont pas mal confondu mieux-être au travail et mieux travailler ensemble, ce qui n'a strictement rien à voir. Moi, personnellement, je me moque du mieux-être au travail. En gros, ou du bien-être au travail. Avoir une douche pour les collaborateurs qui font du sport ou quoi que Un ce soit, baby-foot un baby-foot ou autre chose. Je pense que c'est un peu du fake, en fait, personnellement. Sachant que l'objectif des collaborateurs d'une entreprise, je le crois fort et sincèrement, c'est de pouvoir bien travailler avec ses collègues. Être bien, c'est un autre sujet, et ça c'est dans la vie personnelle, d'autant plus que on ne choisit pas ses collègues, puisqu'ils sont choisis par quelqu'un d'autre, et que du coup, bah, forcément, il peut y avoir des distorsions. Ça complique la donne. Ça complique la donne, exactement. Donc du coup, c'est comment on fait pour créer les conditions de mieux travailler ensemble. Et je pense que le rôle d'un DG, en fait, c'est de créer les conditions. Le principal rôle, c'est créer des conditions pour que les gens s'épanouissent personnellement. On dit toujours, par exemple, des phrases comme « faire grandir ses collaborateurs ». Pour moi, c'est une ineptie, parce qu'on ne fait pas grandir quelqu'un. On lui permet de grandir ou on crée les conditions pour qu'il grandisse. Ok. C'est pas du tout pareil. Ouais, c'est Et intéressant. par exemple, dans votre jardin, essayez de faire grandir une fleur en tirant sur la tige pour la faire grandir. Vous l'arrachez, en fait. Et donc, le sujet, c'est juste de créer les conditions comme un jardinier. Et l'exemple de la fleur est assez sympa pour ça, pour que les collaborateurs puissent s'épanouir. Donc, arroser quand il faut, mettre de l'engrais quand il faut, avoir une terre un peu aérée pour que les racines puissent prendre. Désherber, enfin voilà. Et faire en sorte que les conditions permettent à chaque collaborateur de bien travailler et de s'épanouir et de progresser, et aussi de créer les conditions d'équipe. Et pour ça, il faut que les messages soient clairs, il faut beaucoup de clarté. Et moi, je préfère le mot de clarté au mot de transparence, parce que quand vous êtes transparent, personne ne vous voit. C'est la définition du mot transparence. Et plutôt, c'est être clair et être lumineux dans ce que vous racontez. Et donc, quand les objectifs sont clairs, le projet de l'entreprise sont clairs, la vision de l'entreprise est claire, tout le monde peut se rassembler autour de ce projet, vision, et du coup, mieux travailler ensemble.
Ok. Oui, donc pour toi, c'est un vrai projet et c'est très construit dans ce que j'entends. Oui, C'est très construit. Et alors, ce que je souligne particulièrement là dans l'échange, c'est la finesse des mots que tu choisis et la réflexion que tu as autour de ces mots pour qu'ils soient clairs et bien positionnés. Ça te parle, ça? oui, tout à fait. En fait, en gros, c'est très important. Le principal, c'est que tout le monde comprenne là où on va. Donc, pour que tout le monde comprenne là où on va, il faut pouvoir avoir un discours le plus clair possible et le plus précis possible sur l'objectif ou la vision qu'on a ou le but à atteindre. Il y a quand même beaucoup d'entreprises que j'ai rencontrées où ceci n'étant pas clair, les gens ils vont à droite, à gauche, avant, derrière, sur le côté, de l'autre côté, et les énergies sont pas rassemblées vers le même but. Et du coup, il y a beaucoup d'énergie perdue. Oui. Et notre sujet aujourd'hui, c'est d'utiliser le moins d'énergie possible pour aller le plus loin possible. C'est vrai dans tous les domaines de la Oui. société. Oui. Et l'idée, c'est que c'est cette cohérence de chemin qui permet aux collaborateurs tous ensemble d'aller vers un même objectif. Et qui Ouais, évite aussi, excuse-moi, et qui évite aussi pas mal de politique dans les entreprises. là, on ouvre un vrai sujet. Euh, je, ça me fait écho à un moment qu'on a vécu ensemble très concret, parce que je pense que c'est aussi sympa de voir comment tu le concrétises, où c'était une entreprise dans laquelle il y avait un gros moment de transformation. Et il me semble, alors tu me diras si c'est exactement ça, mais tu avais réuni toute l'entreprise, tu as fait un message de lancement de ce projet avec tout le monde. Et ensuite, je me souviens que tu étais passé et tu avais pris le temps de faire 2 étapes avec. Tu étais repassé dans tous les services et dans toutes les équipes avec un vrai moment de partage où ils pouvaient te poser des questions et toi tu redisais le même message. Et après, tu avais même créé des moments individuels avec certains. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement ou juste dans des moments clés ou juste cette fois-ci quand... En fait, quand, quand on a la sensation, enfin en tout cas quand j'ai la sensation, parce que je parlais à la première personne, quand j'ai la sensation que les messages ne sont pas bien passés ou sont un peu troubles pour les gens, en fait, je travaille en entonnoir en disant, en fait, si le message est clair pour tout le monde, c'est pas la peine de creuser, mais si le message n'est pas clair pour tout le monde ou que j'ai un ressenti, il y a un sujet de travailler avec l'équipe, et si dans l'équipe c'est pas clair, il y a un sujet de travailler avec les personnes. Et alors Parce comment tu sais si c'est clair ou pas clair? ça se voit. C'est-à-dire, parce que je peux t'assurer que c'est pas le cas partout. Ça se voit, C'est parce que tu regardes. Oui, et puis ça se voit parce que vous demandez à l'un ou à l'autre est-ce que c'était clair ce que j'ai dit, et à chaque fois que moi Ouais, je ok. parle en groupe, à chaque fois je fais quelques interrogations, j'ai des petites oreilles un peu partout pour savoir si les messages sont bien compris. De toute façon, ça se voit aussi à la tête des gens. Ok. À partir du moment où c'est clair, il y a une espèce de détente entre guillemets qui peut se produire. Mais on peut aller très loin dans ce genre de sujet. Par exemple, là, chez Happy Wool, tous les mardis, on fait un point sur les chiffres de la semaine précédente, en complète clarté. Et une fois par mois, on utilise ce moment pour parler du compte d'exploitation du mois précédent. Avec tout, avec le chiffre, la marge, les frais, Ok. la rentabilité, ce qui reste à faire, ce qu'on doit aller chercher, en étant très clair sur la situation de l'entreprise. Vous imaginez bien qu'on passe pas de 5 millions de pertes à un résultat positif en un clin d'œil. Et donc, les gens sont conscients que l'entreprise est fragile. Et ça, c'est cool de le dire parce que comme ça, en fait, on est tous sur la même longueur d'onde. Alors, nous, on se connaît un peu, mais je vais te poser une question que je pense que plein de gens ont dans la tête au moment où tu parles. C'est tu n'as pas peur d'inquiéter, de paralyser, de paraître un mauvais dirigeant en partageant des chiffres aussi mauvais? Je- Non, alors pas du tout, parce qu'en fait, je considère que tout le monde est adulte et responsable. Ok.
et qu'à partir du moment où tout le monde est adulte et responsable, de toute façon, les chiffres se voient et les non-dits sont pires que les dits. Ok. Parce qu'à partir du moment où on dit, voilà, la situation est celle-là, et voilà ce qu'on va faire ensemble pour y remédier, il n'y a pas de raison que les gens ne se mobilisent pas. Ceux qui ont peur, et on a le droit d'avoir peur, à ce moment-là, ils quittent l'entreprise, et c'est le jeu. Ok. En fait, ça part du principe aussi que chacun est libre et que un contrat de travail n'est pas un contrat de mariage. C'est-à-dire qu'on n'est pas attaché pour la vie à une entreprise. Ok. C'est d'autant plus important que dans l'autre sens, l'entreprise peut aussi décider que le collaborateur ou la collaboration plutôt ne correspond plus parce que les compétences du collaborateur ne sont plus les bonnes pour le moment de l'entreprise. Ça, c'est aussi une de mes grandes convictions. C'est qu'on est fait pour un moment de l'entreprise et on est fait, enfin, nos compétences, notre façon de travailler, notre savoir-faire et notre savoir-être, les deux sont faits pour sont utiles, le mot utile est important, pour un moment de l'entreprise. Mais à un autre moment, peuvent ne pas être utiles. Et à partir du moment où, par exemple, prenons la séparation avec un collaborateur, au lieu de lui chercher des poux dans la tête et de trouver toutes les fautes parce que il n'est plus utile au moment de l'entreprise, alors qu'il l'a été avant, et donc de lui chercher tous les poux dans la tête, vaut mieux aller le voir en lui disant, voilà, tes compétences, ton savoir-faire, ton savoir-être ne sont plus utiles pour ce moment de l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas été, au contraire, ça veut dire qu'ils l'ont été, mais c'est fini. Et à partir du moment où ces compétences ne sont plus utiles, on va se séparer. Et ça permet des séparations beaucoup plus, comment dire, apaisées, voilà. Et surtout que les collaborateurs, ça permet aussi que les collaborateurs puissent rebondir beaucoup plus facilement derrière, puisque en fait leur intégrité professionnelle n'est pas atteinte, puisque c'est juste une utilité. Et ça correspond à une logique dans le travail avec les collaborateurs, mais aussi à une logique pour soi-même. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des formes de DG ou des compétences de DG différentes et qu'un DG n'est pas bon pour toute la vie d'une entreprise. Et il y a des gens qui sont très, très forts dans la création, d'autres dans le redressement, d'autres dans le développement, d'autres dans le fine-tuning de l'entreprise, d'autres dans la gestion, et que tout ça correspond à des moments de l'entreprise, puisque les entreprises, ça monte par palier. Hein. On développe, on crée, on gère, on développe, on gère, etc. etc. Et que je ne connais pas de DG qui soit bon dans toutes les phases. Et du coup, à partir du moment où on le sait, ça permet d'être beaucoup plus serein et de clairement voir son utilité à un moment donné de l'entreprise. Oui, donc j'entends que toi, tu es déjà clair sur ce que tu as à faire et comment le faire. Tu es clair aussi avec les collaborateurs. Et comment... parce que quand tu le racontes comme ça, on se dit trop facile. Et pourquoi on vit pas ça tous les jours partout? Et donc est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des collaborateurs où même si tu leur dis qu'ils sont plus les bons, ils ont l'impression quand même que leur intégrité est mise en cause? Oui, au début. En fait, pour avoir vécu différentes formes de séparation, donc de licenciement, pour parler avec les vrais termes, à chaque fois qu'on cherche des poux dans la tête de quelqu'un versus quand on le fait en disant voilà, notre aventure est terminée parce que tu ne corresponds plus à l'époque. Globalement, c'est beaucoup plus dur dans la deuxième solution à faire, puisque il n'y a pas d'autre argument que voilà, ton analyse à toi de la situation. C'est ça. L'avantage, c'est que le collaborateur, encore une fois, son intégrité, la vraie intégrité n'est pas touchée, puisqu'on ne l'attaque pas personnellement, ni dans son travail. Et par observation, il trouve du travail 6 mois avant. C'est-à-dire que après 6 mois avant l'autre. Ah oui, ok. En fait, il y a
Pour les collaborateurs qui sont licenciés de façon un peu âpre, en leur cherchant des poux dans la tête, globalement, ils mettent 6 mois de plus à trouver du travail qu'un collaborateur à qui on dit, ben voilà, ton apport n'est plus utile à l'entreprise, on va donc se séparer. Sans doute parce que ces 6 mois servent aux collaborateurs à se reconstruire. Tu sais que c'est quand même un sacré truc que tu es en train de dire, parce que moi, on en avait déjà parlé tous les deux, mais je ne l'ai jamais entendu comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça génial, parce que partir du principe que voilà, tu as été super à un moment et je te remercie, et en même temps là, ça ne va plus le faire, c'est un super regard. Par contre, ça demande un courage et une confiance en soi pour se dire, bon, est-ce que je ne me suis pas trompée, est-ce que je ne peux pas encore le tenir un petit peu, etc. Ça nécessite une vraie décision intérieure qui n'est pas si facile que ça à prendre. Le sujet, c'est toujours, dans toutes les questions de décision qu'on prend, c'est de porter 100% de la responsabilité. Oui. Mais tu es sûr de toi à chaque fois, toi, ou pas ? Je porte 100% de la responsabilité de la décision. Évidemment, on prend plein de décisions bonnes et plein de décisions mauvaises. Le truc, c'est que si on prend une décision mauvaise, il faut pouvoir la rattraper assez vite. Et donc prendre une décision à l'inverse de la première décision qu'on a prise, si cette décision s'avérait négative. Et par exemple, pour ce cas, il peut arriver, d'ailleurs, il m'est arrivé de rappeler des collaborateurs avec lesquels je m'étais séparé, parce que je pensais qu'ils avaient une nouvelle utilité à un autre moment de l'entreprise, en fait. Ah, génial. Et alors, est-ce qu'ils sont revenus ? Il n'y en a pas beaucoup qui sont venus, mais quelques-uns, oui. D'accord. Ok. Donc, il y en a qui avaient bien compris ton message, oui, qui avaient bien compris que c'est... Enfin, voilà. À faire, c'est beaucoup plus compliqué, parce que dans les relations humaines, on préfère que l'autre soit responsable de la situation que soi-même. Oui. Et que quand on porte 100% de la responsabilité de ses actions ou de son action, tout va bien. Oui, donc on n'est même pas à 50-50, c'est 100% là. Ouais. Au moment, c'est moi, capitaine du navire, je décide que cette personne n'est plus la bonne pour servir la cause collective à ce moment T. Et donc je prends 100% la décision. Et arriver à ce que les managers de l'entreprise agissent de la même façon. Donc ça nécessite pas mal de formation, de temps de discussion, d'interaction, pardon, d'interaction pour arriver à ce genre ce genre de posture. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une vraie maturité dans la posture, et puis c'est une logique assez inversée par rapport à tout ce qu'on nous apprend, par rapport à la manière dont le droit est construit. Parce que le droit, aujourd'hui, on est plus protégé quand on met l'autre à charge que l'inverse. Donc, oui. Alors en fait, les détracteurs de ce système, de cette façon de faire, disent ça va vous coûter plus cher. D'ailleurs, c'est souvent ce que les collaborateurs disent. Ok, mais ça va te coûter cher. En réalité, quand on fait le compte, chercher des poux à un collaborateur, ça met 3 à 6 mois. 3 à 6 mois que vous le payez. Oui. Ou son énergie baisse parce que vous lui cherchez des poux et tout le monde le sait, tout le monde le sent. Donc en gros, ces 6 mois, vous ne les perdez pas quand vous faites quelque chose de plus efficace. Ouais. Donc toi, si j'entends, tu as investi dans la qualité de l'énergie collective et de la création de valeur. Effectivement, effectivement, à la sortie, on trouve toujours des deals gagnant-gagnant sur le. Il faut que ça soit juste en fait. Oui. Il y a un autre mot dans tout ça qui est un peu juste. Le mot juste. La justesse plutôt que la justice, dans ce que j'entends. Les deux, je pense. Les deux. Oui, un peu. Dans les deux sens du terme. En fait, il faut que ça soit juste. Ok, il faut que ce soit juste. Très bien. Pour l'un et pour l'autre. Voilà. Ok. Donc ça, c'est un maître mot. C'est un maître mot. Ok. Est-ce qu'il y a des moments dans ta vie de dirigeant où tu te dis ça va trop loin, le mieux de travailler ensemble, j'ai été trop loin, j'ai touché une limite, et donc après, tu es revenu en arrière. Mais jusqu'où on peut aller? Quels sont les écueils selon toi? Sur le mieux travailler ensemble?
on peut pas, on ne va jamais trop loin sur le mieux travailler ensemble. Des fois, on va trop loin sur le mieux-être au travail ou Ouais. le bien-être au Ok. travail. Mais sur le mieux travailler ensemble, on va jamais trop loin. Créer les conditions pour que les personnes s'épanouissent, créer les conditions pour que les équipes s'épanouissent, créer les conditions pour que l'entreprise s'épanouisse, on va jamais trop loin. On va jamais trop loin. Par contre, sur le bien-être au travail, j'ai entendu des choses ou j'ai vu des choses qui me semblent, voilà, c'est pas parce qu'on a des jeux vidéo et quoi que ce soit d'autre dans l'entreprise que les relations se passent mieux. Donc dans ce que j'entends et dans des personnes qui ont moins de conscience que toi de la différence des mots, j'entends que c'est la dérive, elle peut être quand le mieux travailler ensemble passe sur le mieux être ou le mieux être Ou le bien-être au ou travail. le bien-être au travail en fait. Tout à Ok. fait. Ok, donc ça c'est assez intéressant. Et au-delà du... Mais je vais prendre un exemple Ouais, je veux bien. où les frontières sont pas si éloignées l'une de l'autre. Mais c'est toujours une question de regard. Je prends l'exemple de la pause café. Oui. En fait, chez nous, il y a une machine à café à grains qui est open, c'est-à-dire que tout le monde peut se servir du café. Il n'y a plus les machines à pièces. Enfin, je sais que ça se fait dans pas mal d'entreprises maintenant. Mais globalement, cette machine, elle est disponible. On peut dire que c'est du bien-être au travail. La vraie raison pour laquelle c'est fait, c'est que au café, comme tout le monde le sait, beaucoup de choses se font. Beaucoup de discussions se font, beaucoup de relations se font, beaucoup de communication inter-équipe se font, beaucoup de projets se ficellent au café. Et donc le fait d'avoir un endroit dans l'entreprise, parce que nous on a aussi un bar dans l'entreprise, où il y a un endroit, Un espace dédié à la pause. dédié à la pause, avec la machine à café, avec de l'eau, avec des frigos, avec tout ce qu'il faut. En fait, ça permet de créer un moment cool de relation au travail. Mais c'est des relations de travail, souvent. Mm. Alors, les gens, des fois, parlent de leur vie personnelle, et tant mieux. Mais globalement, ça permet beaucoup de discussions et d'interactions positives autour de cette machine à café. Et ça t'est jamais arrivé d'avoir des gens qui prennent de ce fait-là trop de pauses ou qui passent trop de temps et que tu dois recadrer? Toujours pareil, c'est le manager de l'équipe qui doit faire son office. C'est toujours une question de responsabilité et de courage managérial. Ok, très bien. Donc c'est vrai qu'il y a un maître mot sur la responsabilité, de quoi je suis responsable et du mieux travailler ensemble. Et qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, à un de tes managers quand il est en difficulté parce qu'il y en a un qui abuse toujours un peu de tous ces petits avantages que tu peux avoir de flexibilité, télétravail, de bar, d'espaces conviviaux? Le voir et lui parler. Et je pense que ça aide beaucoup, en fait, au lieu de garder des choses, parce que c'est toujours pareil, c'est une question de courage managérial. Et à un moment donné, quand on n'est pas satisfait de quelque chose, on prend un moment pour discuter. En disant, moi, je ne suis pas satisfait de ça. Et toujours avec le jeu, puisque si je porte 100% de la responsabilité de ce que je vais dire, je commence toutes mes phrases par je et pas par tu. Oui. Okay. Parce qu'on entend beaucoup, tu es comme ci, tu es comme ça. Et si vous écoutez bien le mot, ça commence par tuer. Oui. Tu es. Ok, intéressant. Et si on veut que ça soit vivant, on commence par je. Ok. Tout ce qu'on dit aux collaborateurs. Et le jeu est extrêmement important parce que ça pose le fait personne ne peut amenuiser les ressentis qu'on a. Si on dit je ressens que ou ça me touche pour telle et telle raison, personne ne peut dire le contraire. Okay. Alors que tu es comme si tu es comme ça, non, moi je ne suis pas comme ce que tu dis que je suis. Très bien. Donc ça, c'est intéressant et c'est des sujets fondamentaux de la communication non violente. Donc si certains sont intéressés par ce que tu dis, ils peuvent aller creuser ces sujets de communication non violente. Mais j'aime voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est comme toi, tu es clair sur tes responsabilités et comment tu travailles avec beaucoup de douceur en fait dans la manière dont tu le dis. En fait, je sens pas de... J'entends pas de reproches ni de frustration quand il y a des débordements. En fait, limite, tu as même un petit sourire et ça t'amuse. Et toi, tu te dis que tu vas aller en parler simplement avec la personne. Oui.
Et En fait, à partir du moment où on est dans cette logique de, on va donner les trois mots ensemble, liberté, responsabilité, simplicité. En fait, on peut dire plein de choses ouais. et puis on peut se positionner à partir du moment où on assume ce qu'on dit et, et le jeu est très important là-dessus. Mais ça se passe aussi avec les actionnaires ou avec les membres du conseil de surveillance ou avec son patron. En fait, hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait ah oui, compte tenu du contexte, je vais vous expliquer. En gros, c'est un manager de transition que j'ai rencontré qui me dit en fait, maintenant que je suis manager de transition, je me permets beaucoup plus de choses que quand j'étais dans un organigramme. Bah, pourquoi? Juste parce qu'il est beaucoup plus libre. Et la liberté, c'est pas une question d'état, c'est une question d'état d'esprit. Oui. Et à partir du moment où on peut parler de façon libre de ces ressentis, qui ne sont que ces ressentis, et on peut en discuter, sur des choses qu'on vit, c'est beaucoup plus efficace en fait. Oui. Puisqu'on parle de façon claire à ses collaborateurs, à ses patrons, à ses actionnaire, à ses banquiers, et qu'à partir du moment où on est clair, ça donne de la confiance puisque la clarté est là. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que de notre posture dépend la posture des autres, et pas l'inverse. Et notre posture ne dépend pas de la posture des autres, mais c'est bien la posture des autres qui dépend de notre posture. Donc, quoi qu'on fasse. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est finalement pour des gens qui pourraient ne pas oser dire pour maintenir un semblant de sécurité. Toi, tu es en train de dire que la sécurité suprême, c'est quand tu maîtrises complètement ton comportement. Oui. Puisque de ce fait, tu influences la posture et ton environnement dans lequel tu es. Tout à fait. Ouais, donc tu prends de la hauteur sur cette notion de sécurité et de liberté. Si on reste dans ce qu'on voit quand même beaucoup, toi, tu n'as jamais eu peur de te faire virer ou d'avoir une mauvaise image, etc., en tant que DG, et de ne pas retrouver du boulot, et donc de ne pas oser dire des choses par peur de ça? Si, bien sûr, mais c'est pire si on ne le fait pas. Donc en gros, c'est une question de... Évidemment, ça fait peur, c'est dangereux. Et puis, arriver à un certain âge, blablabla. Mais en réalité, c'est pire parce que quand on n'est pas aligné, on n'est pas performant, je pense. Et à partir du moment où notre métier nous demande de la performance, il vaut mieux être aligné. Donc en fait, c'est le schéma à l'envers. Et au final, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, forcément. C'est un métier un peu dangereux sur ce sujet-là. Mais à partir du moment où ça se passe, bon, en fait, en vrai, en vrai, avec ces convictions de liberté, simplicité et responsabilité, au final, ça se passe bien toujours, même s'il y a des périodes plus ou moins longues de jachère, on va dire. Oui. Mais en même temps, elles sont peut-être nécessaires aussi. C'est-à-dire que tout ça est juste. Ok. Et c'est quand même très réfléchi, avec une vraie forme de sagesse et qui pour autant est très bien placée à l'endroit du mieux travailler ensemble. En tout cas, moi j'adore parce que je me dis, souvent j'utilise des petits tips que je vais mettre après dans mon entreprise. Comment t'as fait pour grandir là-dedans? Parce que parfois on est DG, on a tellement de sujets. T'as lu, tu t'es formé, t'as eu des mentors, comment t'as fait? En fait, tout ça en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai eu des mentors, des vrais mentors. Ensuite, depuis... C'est quoi un vrai mentor? Un vrai mentor, c'est quelqu'un qui dit des trucs, qui a dont on peut regarder la posture qui est assez cohérente et alignée. Ah oui, ok. Et qui ne t'oblige pas à faire pareil que lui. Ah oui. Parce qu'en fait, il y a pas mal de mentors qui voudraient faire des clones. Oui. Et en fait, c'est du coup pas des mentors, parce que chacun est différent. Et donc, faut prendre ce qu'il y a à prendre et pas forcément tout prendre. J'ai perdu le fil de la question. Sur comment tu avais fait, est-ce que c'est ça, lecture, formation? Voilà, lecture, oui, évidemment.
Et aussi, je suis une relique de l'APM, de l'Association pour le progrès du management, puisque j'ai démarré en 1995 à l'APM. Ok. Et pour moi, c'est un endroit très positif parce que ça permet d'échanger avec des pairs. En gros, c'est des réunions de clubs de 20 à 25 personnes, euh, tous dirigeants ou en direction d'une grosse unité, et qui échangent et qui écoutent des experts sur différents sujets managériaux. Et ça permet aussi de se retrouver entre pairs. Parce que le vrai sujet de cette mission de DG, c'est la solitude. Et c'est bien d'avoir de temps en temps des moments où on puisse échanger entre pairs, sachant qu'on reste tout seul quand même. Mais voilà. Donc, Ok. si Donc on voulait... beaucoup d'ouverture Oui. à l'extérieur, quel que soit le format. Oui. Et en fonction des périodes et des appétences, tu as été te nourrir à droite à gauche, en Voilà. fait. Ok. Après, chacun, il va s'ouvrir là où il le souhaite. Mais en tout cas, tu as investi du temps pour grandir sur ces sujets-là. Et alors moi, c'est une question, alors je sais que nous on en a déjà parlé, mais ta réponse m'intéresse. Moi, j'ai envie de bien faire. Je pense qu'il y a plein de gens là qui nous écoutent, qui ont envie de bien faire. Et pour autant, parfois, tu vois, l'élastique il est un peu tendu, on a fait trop de choses. Et donc, aller reparler calmement et paisiblement à quelqu'un, c'est compliqué parce que trop. C'est quoi, toi, ton secret là-dessus pour garder cette paix intérieure et cette sérénité? Respirer. Ok. S'ancrer. Ok. Et puis se dire que c'est souvent se mettre à la place de l'autre qui va recevoir le message que je vais lui dire. Ok. Comment je fais pour que l'autre comprenne ce que je veux lui dire. Et globalement, c'est assez drôle cette histoire de stress, par exemple, parce que souvent quand on a quelque chose de compliqué à dire à quelqu'un, c'est une question de stress qui monte, notamment la veille au soir, on a le stress qui monte, puis la nuit éventuellement on a le stress qui monte, puis le matin on arrive tout stressé, et on déverse le stress sur la personne qu'on doit voir. Ouais, ça parle bien ça. Hein. Et du coup, nous on est plus cool, on est plus stressé là à midi quand c'est fait, et par contre celle qui est stressée c'est la personne. En gros, partir de l'idée que le stress est quelque chose qui se transfère est assez intéressant. Donc ça veut dire comment je fais quand je dois faire quelque chose, dire quelque chose à quelqu'un, faire des choses difficiles, comment je fais pour que mon stress ne soit pas transféré. Évidemment, j'ai du stress. Parce que en fait, les gens qui disent je ne suis pas stressé n'existent pas. Je pense que ça n'existe pas, de ne pas être stressé. Évidemment, il y a du stress. Mais comment on fait pour le garder pour soi? Et comment on fait pour le dissoudre, en fait? Oui. Cette idée de dissoudre. Et quand on fait quelque chose de difficile avec un collaborateur, par exemple, sans lui transférer le stress qu'on a se dissout. Parce qu'une fois que c'est fait... Ok. Donc toi, tu as une attention particulière à dire je garde mon stress et moi, je ne transfère que le message pendant l'entretien. Donc tu différencies les deux pour prendre soin à la fois de toi et de la personne concernée. Et parler en jeu aide beaucoup, hein, sans déconner. Oui, ok. D'ailleurs, il y a un moment donné, quand on dit jeu, on transfère beaucoup moins de stress. Ok. Ah ouais, c'est intéressant ça. Dernier petit tips. Oui. Il y a quand vous faites quelque chose, souriez. C'est vrai que toi, tu souris beaucoup. Obligez-vous à sourire. Alors ça, il y a un truc très intéressant que vous pouvez voir sur YouTube avec Julie Depardieu qui parle de ça, qui dit en fait quand on s'oblige à sourire, quand on met un sourire sur son visage, le cerveau se dit ah elle sourit ou il sourit, c'est que ça doit être cool. Ouais. Oui, Et du coup ça change toute la relation et même dire des choses très compliquées et très fermes en souriant, ça passe beaucoup mieux. Parce que du coup, on n'incrimine pas la personne, toujours pareil, on incrimine ce qu'elle a fait, ou sa posture, oui, ou la situation. Ou la situation. Voilà. Ou la situation. Et c'est vrai que ça, tu le fais beaucoup. Pour vous partager, parfois j'arrive et puis
Je discute d'un sujet un peu sérieux, moi qui m'embête, et puis Eric qui me regarde et puis il fait un grand sourire. Et je dis, bon, bah, ça doit pas être si grave que ça, alors c'est cool. Exactement. Donc du coup, en fait, le sourire est vraiment important. Mais vous savez, enfin, tu sais, et vous savez Oui. que dans les magasins, dans certains magasins, pour entrer dans le magasin, il y a une glace dans la réserve, enfin Aïe. un miroir dans la réserve, et en fait, hop, les gens avant de rentrer dans le magasin se regardent dans le miroir, clac, n'oublie pas de sourire et on y va. Parce qu'en fait, les clients ont besoin d'avoir des vendeurs ou des vendeuses qui sourient. C'est beaucoup plus C'est agréable. beaucoup plus agréable. Ben, les gens, ils ont besoin de managers qui sourient, c'est beaucoup plus agréable. Ok. Et de dirigeants qui sourient. J'imagine que tu gardes aussi du temps pour toi, pour pas te laisser te submerger par l'opérationnel ou le quotidien. Est-ce que tu as des bonnes pratiques là-dessus? Non. J'aimerais bien, mais j'ai pas de bonne pratique. D'accord. Bon, il te reste encore des petits sujets à travailler quand même. Il y a quand même quelque chose dont je me protège, c'est toutes les sollicitations à la limite professionnelle, enfin, sur Ah oui. le cercle, c'est-à-dire il y a beaucoup de soirées qui sont organisées ou des choses comme ça. Et moi, je limite ça parce que je ne veux pas être dans la course à tout ça. D'accord. Et voilà, c'est ma limite. Alors, je sais que ça, parfois, aurait pu être utile, mais c'est ma limite. C'était ta limite à toi pour préserver ton énergie et ta disponibilité. Voilà. Ok, très bien. C'est intéressant. Surtout dans ce monde, on est quand même très, très, très sollicité sur de l'extra-pro, du pro extra-pro. Ok. Et donc, mettez-vous les limites. Le conseil, c'est comment on fait pour se mettre nos propres limites qui vous correspondent. Parce qu'il y a plein de gens qui prennent de l'énergie dans le pro extra pro. Donc, oui, c'est ça, chacun. Ouais, chacun sa limite, mais il faut bien mettre des limites quelque part. Tout à fait, pour se protéger. Pour se protéger. Voilà. Nous sommes des sportifs de haut niveau. Ok. Et clairement, comment on fait attention à sa santé, comment on fait attention à manger correctement. Son sommeil. Comment on fait attention à son sommeil, etc., etc. Ok. Et à son entraînement. Et à son entraînement, voilà. Super. Parce que nous sommes des sportifs de haut niveau. Ouais. C'est un métier de sportif de haut niveau. Ok. J'aime bien, moi, ça. Et si tu devais, voilà, si on conclut sur cet entretien, est-ce que tu aurais un ou deux mots-clés ou un message clair à faire passer? N'oubliez pas de dormir. Effectivement important. En fait, mais c'est vraiment très important. C'est comme nous sommes des sportifs de haut niveau, je pense qu'il faut dormir. Et puis, bon, ok, il y a plein de choses qui se passent. Il y a forcément des complexités, des complications. Mais dormir la nuit est quelque chose d'essentiel pour continuer à avoir cette énergie. Et en fait, c'est une histoire d'énergie. Oui. Et de voir clair, parce qu'on sait bien quand on est fatigué, on rétrécit le champ de vision, on gère moins bien toutes ses émotions, tous ses ressentis. Ok. Moi, ce que j'ai envie de retenir aussi de notre échange, c'est rester libre. Voilà, restez libre, soyez responsable et soyez clair avec vous-même. Il y a une forme de clarté, d'honnêteté entre ce que je dois faire, qui je suis, comment je dois le faire, mes limites qui est hyper important, et que finalement, dans ce mieux travailler ensemble, il y a une notion de responsabilité du dirigeant, des managers. Et des collaborateurs. Et des collaborateurs. Et je pense que la logique aussi, on n'en a pas parlé beaucoup, mais je pense que ce qui est intéressant de se dire aussi, c'est soyez responsable de ce dont vous êtes responsable, oui. Mais ce dont vous n'êtes pas responsable, faites en sorte que les personnes qui en sont responsables prennent leurs responsabilités. Et ça, même quand on n'est pas DG, t'es d'accord? Et ça, même quand on n'est pas DG. Oui. C'est-à-dire que globalement, il y a beaucoup dans les entreprises, beaucoup de champs de responsabilité à redéfinir ou à définir quand ce n'est pas défini. Oui. Et la responsabilité des dirigeants n'est pas de prendre toutes les responsabilités. Oui. Lui, il a une responsabilité qui est de donner un cap, qui est de le partager, qui est d'être clair sur ce cap, qui est d'être clair sur l'exécution, qui est donc être clair sur l'exigence qu'il porte. Le reste, c'est les collaborateurs qui en sont responsables. Ok.
Oui, c'est ça. Et le collaborateur doit avoir la même conscience de sa zone de responsabilité et de ne pas prendre. Et d'ailleurs, moi, je vois différentes choses. Je vois soit le collaborateur qui, effectivement, ne sait pas bien où est sa zone de responsabilité et donc qui s'épuise à faire plein de choses qui sont peut-être pas même ce qui est attendu de lui. Puis après, il y en a d'autres qui acceptent une responsabilité alors qu'en fait, ils ont très envie d'en faire une autre. Et qui font l'autre, et donc ils ne sont pas reconnus sur la responsabilité où ils sont attendus, et donc il y a une forme d'épuisement aussi. Donc j'aime bien que tu recentres ça sur en fait de quoi je suis responsable, est-ce que je suis OK avec ça, et est-ce que j'arrive à m'arrêter à un moment ou à un autre. Tout à fait. Et on a le droit de le dire. Bien sûr. OK, ça j'aime bien aussi. OK, et ben écoute, merci infiniment Merci à toi. d'avoir pris ce temps un peu périphérique et extra pro avec nous. Je sais que tu l'accordes peu, donc merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. J'espère à tous que vous aurez à la fois... je trouve qu'il y a une manière de penser, une logique un peu différente, et puis en même temps, tu nous as communiqué plein d'astuces dans le quotidien. Donc j'espère que vous repartirez avec l'énergie et l'envie d'aller distiller ça chacun à vos endroits, quel que soit où vous êtes dans l'entreprise. Donc merci Eric. Merci et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.